Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la tectonique des plaques et plus particulièrement des volcans, des séismes et la formation des montagnes. Au départ nous avons la Pangée. C'est quoi? C'est tout simplement un ultra-continent qui regroupe presque l'ensemble des terres immergées. Avec le mouvement des plaques tectoniques, le supercontinent commence à se fracturer dès la fin du Permien, donc plus ou moins 250 millions d'années, pour donner les continents que l'on connaît aujourd'hui. Si on regarde les couches de la Terre d'un peu plus près, nous avons ceci. Le noyau interne qui est solide et il y fait plus ou moins 5000 degrés Celsius. Le noyau externe qui lui est liquide. Le manteau qui est visqueux et justement dans celui-ci on retrouve le magma, ça va nous intéresser pour les explications suivantes. Et la croûte qui est une couche solide de roche épaisse de plus ou moins 70 à 100 km qui flotte sur ce magma. La partie superficielle et solide de la Terre, et donc la lithosphère, est en fait fragmentée en une douzaine de plaques rigides. Les limites de ces plaques ne coïncident pas avec les limites des continents. Dans le cours de géographie, lorsqu'on parle de croûte, c'est tout simplement la lithosphère et vice-versa. Dans cette lithosphère, on retrouve deux types de plaques. Des plaques continentales et des plaques océaniques. La différence entre les deux, c'est que la plaque continentale, elle est beaucoup plus épaisse et elle se situe en surface. Autrement dit, on marche dessus. Alors que la plaque océanique, elle est plus fine et se situe en profondeur, donc elle est sous les mers et océans. La distinction entre les deux plaques est importante dans le but d'expliquer la formation du relief et donc des montagnes, la présence ou non des volcans, et enfin, pour l'explication éventuelle de séismes, donc pourquoi ici. Au niveau des plaques, il y a trois possibilités. Premier mouvement, c'est une divergence. Deuxième, une convergence. Troisième, glissement. Une divergence, ça s'observe là où deux plaques tectoniques vont s'éloigner l'une de l'autre. Elles font l'objet d'un volcanisme intense, sont plutôt présentes sur la surface des mers et océans, et elles correspondent à des zones qu'on appelle des dorsales océaniques. Deuxième possibilité, les convergences, ça correspond à une région où deux plaques tectoniques se rapprochent l'une de l'autre. Et enfin, ici, il s'agit d'un déplacement latéral d'une plaque contre une autre. Pendant le déplacement de cette faille, il va y avoir un séisme évidemment très violent dû au frottement. Et la faille la plus connue, c'est celle de San Andreas en Californie, ou même, on aurait pu dire aussi, celle qui est présente en Turquie dans la région nord-anatolienne. La divergence entre deux plaques océaniques va provoquer une convergence entre la plaque océanique de droite et la plaque continentale tout à droite. On va donc assister à une subduction, c'est-à-dire un glissement d'une plaque sous une autre. Il apparaît alors une chaîne de montagnes côtières, une grande fosse océanique, des séismes violents et des volcans. Si on vous demande donc de schématiser la rencontre d'une plaque océanique avec une plaque continentale, vous pourriez proposer quelque chose comme ceci. Donc c'est bien la plaque océanique qui coulisse sous la plaque continentale. On a l'apparition de volcans au niveau des côtes. Attention, l'activité volcanique est de type explosif, donc comme par exemple en Cordillère des Andes. Et on a la présence aussi de fosses océaniques qui peuvent parfois même atteindre des profondeurs de 10 km. Deuxième cas de figure, ça va toujours être une convergence, mais attention, entre deux plaques océaniques. On va avoir l'apparition d'un volcan sous-marin, il y aura toujours une fosse océanique, mais vous le voyez via le schéma numéro 2, qu'à chaque éruption, la lave va s'accumuler, prendre de la hauteur, et donc le volcan, à un moment donné, va se retrouver au-dessus du niveau de l'eau, et c'est là qu'on a l'apparition d'une île volcanique, comme par exemple Hawaï, les Canaries, etc. Lorsque deux continents sont portés l'un vers l'autre, ni l'un ni l'autre ne peut s'enfoncer sous l'autre. Les masses continentales sont en effet insubmersibles, c'est-à-dire qu'elles ont la même densité. Il en résulte donc une collision qui provoque un plissement de la plaque la plus faible. Ce processus provoque la formation d'imposantes chaînes de montagnes, comme les Alpes, l'Himalaya. Ce choc, évidemment, va entretenir une forte activité sismique. Si on vous demande de représenter de manière schématique ce mouvement, donc la convergence entre deux plaques continentales, vous pourriez tout simplement faire ceci et mettre en évidence la chaîne de montagnes. Toujours dans la même idée, si votre professeur de géographie vous demande comment se fait-il que l'Himalaya soit présent à cet endroit, eh bien vous pourrez lui expliquer que c'est la convergence entre la plaque eurasienne et la plaque indienne qui forment cette chaîne de montagnes. Si on reprend le schéma général de la tectonique des plaques, on observe du côté gauche de l'animation une divergence et un écartement de plaques. Du côté droit, une convergence avec une subduction car il y a une plaque qui va bien venir coulisser sous une autre.
Et une fois qu'on voit justement la rencontre des deux plaques continentales, on observe ici toujours une convergence, mais plutôt une collision. Pour les dorsales, c'est ici que la lithosphère et donc les plaques tectoniques se forment, car c'est ici que les plaques océaniques vont s'écarter, donc divergence. Les océans se créent ici, et c'est également une zone où on retrouve de nombreux volcans rouges. Les zones de subduction sont un processus d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque de densité plus faible. C'est une zone où l'on retrouve majoritairement des volcans gris, des séismes et des fosses océaniques. Et enfin, pour les zones de collision, ce sont des zones où les plaques continentales vont se rapprocher. Ces collisions provoquent la formation de chaînes de montagnes. On y observe de très fortes activités sismiques, mais la différence avec les zones de subduction, c'est qu'il n'y a aucune activité volcanique. Pourquoi ? Parce que les plaques sont tout simplement trop épaisses. Concernant les séismes, lorsque la pression est trop forte, la roche casse et libère brutalement de l'énergie en un point appelé foyer. Cette énergie est libérée sous la forme d'ondes sismiques qui vont atteindre la surface de la Terre en un point appelé épicentre et la faire trembler. Remarque, tu auras vu que les séismes ont donc bel et bien lieu dans la partie de la Terre qu'on appelle lithosphère. Voici l'échelle de mesure qui reviendra très souvent dans le cours de géographie, c'est celle de Richter. Elle va jusque 9, même si historiquement on a déjà légèrement dépassé ce niveau. Et attention, cette échelle est exponentielle, ça veut dire que tout passage d'un degré sur l'échelle signifie la multiplication par 10 de l'énergie libérée. Ainsi, un séisme de magnitude 3, par exemple, libère 10 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 2. Il existe 3 types de volcans. On va commencer avec les deux principaux, donc les volcans rouges et les volcans gris. À gauche, c'est bien un volcan rouge. On parle dans ce cas-là d'une éruption effusive. À droite, un volcan gris qui, lui, a plutôt une éruption de type explosive. Visuellement, le rouge se caractérise par l'émission d'une lave plus particulièrement liquide, qui s'écoule en majeure partie à la surface du volcan en activité. Le volcan gris va se caractériser par une brusque libération de jets de gaz. La lave émise est bien plus visqueuse que lors des éruptions effusives, car elle est plus riche en silice. Voici le schéma classique à maîtriser lorsqu'on vous demande de représenter toutes les parties d'un volcan. Et enfin, on termine avec le troisième type de volcan, le volcan sous-marin. Il se caractérise par l'émission d'une lave sous une masse d'eau, comme par exemple dans un lac, une mer ou un océan. Et dans ce cas-ci, les effets sont différents selon la profondeur à laquelle a lieu l'éruption. Ce 16 janvier 2022, la violente éruption d'un volcan sous-marin des îles Tonga a provoqué des tsunamis sur les côtes des pays de la région, ce qui a causé des dégâts assez importants, mais heureusement, on ne dénombre pas encore de victimes. Toujours pour ce même volcan sous-marin, l'Institut géologique américain a enregistré l'éruption de samedi comme équivalente à un tremblement de terre de magnitude 5,8. L'éruption a duré 8 minutes et a envoyé des panaches de gaz, de cendres, de fumée à plusieurs kilomètres dans les airs. L'éruption était si puissante qu'elle a même été entendue en Alaska. Concernant le tsunami, comme vous pouvez voir, il va y avoir donc un séisme sous-marin qui va créer une ondulation, un soulèvement d'eau, de masse, qui va provoquer une vague géante pouvant aller jusqu'à 30 mètres de haut, voire même encore plus, et venir inonder toute la zone qui se situe à proximité, ce qui est évidemment une véritable catastrophe pour la population locale.